Une enfance heureuse, voici ce qui devait être sa destinée. Une famille proche, des parents aimants et un avenir tout tracé. Mais après sa 13e année se dresse la route des tourments et de l'ombre. Ce monde rempli de vices a rattrapé l'enfant qui court pour éviter cet espace sombre. Une lueur d'espoir brille au fond pour conserver la vie, mais face à la mort, aucun destin ne peut être choisi. Au pied de la chaîne alpine, mais tout au nord de l'Italie, se trouve la province de Bergame, dont la plus grande ville porte le même nom. Plusieurs communes gravitent autour du centre névralgique de la province, dont une nommée Brembate di Sopra, où résident à peine un peu plus de 8000 habitants. Un endroit enclavé par les premières hauteurs des Alpes, calme et paisible, idéal pour tous ceux cherchant à éviter le rythme effréné des grandes villes comme Milan, l'immense voisine qui tient fermement sa place depuis des siècles dans la même région italienne, la Lombardie. C'est là-bas, à Brembate di Sopra, que Fulvio Gambirasio ainsi que Maura Panarese s'établissent pour couler des jours heureux, et le couple fonde son foyer en accueillant 4 enfants. Le mercredi 21 mai 1997 est une date heureuse pour la famille Gambirasio, puisqu'une petite fille du nom de Yara vient au monde. Elle n'est pas la première, puisque la fratrie comporte déjà un membre avec Keba, sa sœur aînée. Et elle n'est pas la dernière non plus, puisqu'après sa naissance viendront au monde ses 2 petits frères, Nathan et Gioel. La famille au complet est heureuse. Il faut admettre que l'éducation que les parents transmettent à leurs enfants est très bonne, mais surtout, elle est accompagnée d'un amour sans limite. Yara, tout comme ses frères et sœurs, en bénéficie, ce qui est d'ailleurs d'une aide précieuse dans la réussite de son parcours scolaire qui est rigoureux, si ce n'est excellent. Au cours de l'année 2010, l'adolescente entame sa dernière année au collège avant d'entrer au lycée. Elle a déjà ciblé un établissement qu'elle souhaite intégrer. Il s'agit d'un lycée mettant l'accent sur les matières scientifiques. Si Yara se débrouille extrêmement bien durant ses études, elle est également très facile à vivre. Elle n'a jamais rencontré le moindre problème, elle est très appréciée de ses camarades, mais également du voisinage, puisqu'à Brembate di Sopra, tout le monde se connaît ou presque. À côté de sa scolarité, Yara nourrit une grande passion pour le sport, mais surtout pour la gymnastique rythmique. Du haut de ses 13 ans, l'adolescente a beau être jeune, elle pratique cette discipline mêlant résistance physique et notions artistiques depuis plusieurs années. Elle y met tout son cœur, c'est une véritable passion et lorsque l'on voit le degré de difficulté et l'implication nécessaires afin d'obtenir un minimum de résultats, on comprend dès lors que les pratiquants soient totalement dévoués à ce sport si particulier. Tous les lundis et mercredis, de 15h30 jusqu'à 18h environ, sont consacrés aux entraînements de gymnastique se tenant au centre sportif de la commune de Brembate di Sopra. Le complexe est situé tout juste à l'extérieur de la partie résidentielle de la petite ville, sur l'axe principal de celle-ci. C'est ainsi qu'est rythmée la vie de cette jeune personne, dont l'avenir apparaît brillant, tant sur le plan scolaire que sportif, avec une famille soudée, déversant un amour inconditionnel. À ce propos, Yara est très proche de sa grande sœur, Keba, à qui elle confie nombre de ses petits secrets, comme le garçon qui lui plaît ces derniers temps, ce genre de petites pensées qu'elle aime partager avec elle. Le vendredi 26 novembre 2010, Yara n'est pas censée se rendre au gymnase. Simplement, la veille, il y avait eu des problèmes avec l'appareil du club de gymnastique, permettant de lire les musiques sur lesquelles les gymnastes expriment tout leur talent. La sœur de Yara, Keba, a donc proposé de prêter sa propre chaîne stéréo pour dépanner et permettre de maintenir les entraînements, mais surtout la compétition qui doit avoir lieu dimanche prochain. Les 2 sœurs prévoient donc de se rendre au complexe sportif afin d'y déposer l'appareil qui rendra un grand service. Finalement, ce ne sera que Yara qui ira au gymnase déposer le matériel. Celui-ci ne se trouve qu'à 600 ou 700 mètres du domicile des Gambirasio, et Maura, sa mère, lui indique de rentrer au plus tard pour 18h30. À 17h15 environ, l'adolescente saisit la chaîne stéréo, franchit le pas de la porte de son domicile et s'élance en direction du centre sportif, dans le froid et la neige hivernale. Une fois sur place, comme convenu, elle donne la chaîne stéréo mais ne retourne pas immédiatement chez elle, s'attardant pour passer un peu de temps avec ses copines du club qu'elle regarde faire leurs exercices pendant plusieurs dizaines de minutes. Après avoir bien rigolé avec ses amis, à 18h30, elle annonce à l'une d'entre elles, Hilaria, qu'elle s'apprête à partir pour rentrer chez elle. Elle dit au revoir puis s'en va.
Seulement, vers 19 h, elle n'est toujours pas rentrée, alors que la durée du chemin retour n'excède normalement pas les 10 minutes. Évidemment, ses parents pensent qu'elle se trouve encore au complexe sportif, mais cela dérange sa mère de la savoir toujours dehors. Elle essaye alors de joindre sa fille sur son téléphone portable en lui envoyant un SMS puis en tentant de l'appeler directement, sans aucune réponse de sa part cependant. Fulvio, le père de Yara, est informé par Maura, la mère, de l'absence de réponse de leur fille. Celui-ci est persuadé que son inquiétude n'est pas justifiée et que leur enfant traîne certainement au gymnase. Il va se charger lui-même de l'appeler, mais il n'a pas plus de succès que sa femme. Pire, il semblerait que le téléphone de l'adolescente soit coupé à présent. Compte tenu de la situation, Maura enfile son manteau pour se rendre directement à l'endroit où sa fille devrait se trouver, c'est-à-dire le gymnase, dans l'espoir de lui mettre la main dessus et faire retomber cette angoisse. En arrivant sur place, elle constate rapidement que Yara n'est plus là, non seulement parce qu'elle ne la trouve pas, mais en plus, les personnes présentes lui affirment que l'adolescente a mentionné quitter le bâtiment vers 18 h 30, l'heure convenue pour son retour à la maison. Le père de l'une des filles qui participait à la session d'entraînement confirme même l'avoir aperçue à l'entrée principale du gymnase alors qu'elle sortait pour retourner chez elle. Maura retourne immédiatement à la maison pour téléphoner à toutes les personnes chez qui Yara aurait pu se rendre. Malheureusement, elle ne glane aucune information supplémentaire à propos de sa fille. L'hiver est rude ce soir-là. Fulvio et Maura parcourent les rues de Brembate di Sopra à la recherche de leur enfant ou du moindre indice qui pourrait conduire à sa localisation. En vain. Après quelques heures de recherche en pleine nuit, il est temps de se rendre à l'évidence, ils ont besoin d'aide. C'est dans une panique qu'ils n'avaient jamais connue auparavant qu'ils appellent les carabinieri pour signaler la disparition de leur fille, Yara Gambirasio. Dans la foulée, Fulvio, le père, se rend au poste où on l'accueille afin qu'il donne le plus de détails possible sur ces curieux événements. Les carabinieri, avec sang-froid, expliquent au père de Yara que, malgré l'angoisse que procure une telle situation, il doit faire en sorte de n'omettre aucun élément au moment où il s'élance pour raconter cette soirée. La discussion s'engage. Les agents orientent Fulvio grâce à des questions pertinentes pour comprendre si la disparition de l'adolescente se rapproche plus de la fugue ou si effectivement il y a une autre raison plus inquiétante. Et clairement, après les premiers échanges, il ne semble pas que Yara se soit enfuie volontairement. Elle est bien entourée, ses parents sont attentionnés, elle n'a pas de problème à l'école, ni avec ses camarades, et quitte le domicile presque uniquement pour se rendre au collège ou à ses entraînements au gymnase. Pour les agents, il devient peu probable que la fugue soit à l'origine de cette disparition, d'autant plus qu'elle a été vue au gymnase et que la nuit est particulièrement rude. La situation est préoccupante pour les forces de l'ordre, qui informent aussitôt leurs supérieurs hiérarchiques pour mettre en place une stratégie efficace dans une affaire qui risque de nécessiter une résolution rapide afin d'espérer revoir Yara en vie. Très vite, les médias entrent dans la danse. La disparition soudaine d'une mineure, une enquête qui démarre et très peu d'indices suscitent la curiosité au point que l'affaire prenne une ampleur au niveau national. Toutes les plus grandes chaînes de télévision affluent vers la petite ville de Brembate di Sopra et s'installent pour relayer la moindre information qui leur parvient. Malgré la médiatisation de l'affaire, la disparition d'un mineur n'est pas un événement hors norme pour les enquêteurs qui sont souvent confrontés à ce genre de disparition. Ils ne sont donc pas démunis en termes de stratégie. Toutes les options, hormis la fugue, sont prises en considération. Les personnes pouvant croiser Yara sur le chemin du gymnase sont interrogées, tout comme les gens qu'elle fréquente, y compris sa propre famille. Durant un temps infime, le père est questionné afin de s'assurer que ce n'est pas un proche qui se trouve derrière cette histoire. Mais finalement, aucune de ces pistes n'aboutissent. Le travail abattu par les carabinieri est phénoménal. La frustration est d'autant plus grande qu'il ne débouche sur rien de concret. Les heures s'écoulent sans la moindre information sur l'endroit ou la façon dont a disparu l'adolescente de 13 ans. Ce sont maintenant plusieurs jours qui sont passés. Les enquêteurs décident de revoir la conduite de leur investigation et reconstituent la vie de Yara pour tenter d'y déceler une anomalie. Pour ce faire, il faut interroger un nombre conséquent de personnes. Famille, amis, proches, connaissances, tous révèlent des habitudes sur le mode de vie de Yara qui sont épluchées par les autorités. Un travail titanesque qui s'ajoute au tri des témoignages provenant du pays entier, étant le résultat de la médiatisation nationale de l'affaire.
Un premier suspect émerge enfin. C'est un jeune homme, conducteur de camion, qui vient de faire un accident avec son engin. Et comme la procédure le veut, il est entendu par les policiers pour détailler les événements qui se sont produits sur la route. Mais au lieu de cela, ce jeune homme questionne les agents sur le cas de l'adolescente disparue. Il semble désintéressé de la raison qui l'a amené dans les locaux des forces de l'ordre. Une attitude créant aussitôt des soupçons à son égard. Il passe à l'état de suspect et subit un interrogatoire sous haute pression. Il est vrai que son attitude est étrange, mais après quelques heures à répondre aux questions des policiers, il est évident qu'il n'est pas mêlé à la disparition de Yara. Les recherches reprennent de plus belle. Des centaines de personnes sur une zone qui s'élargit de jour en jour s'attellent à retrouver l'adolescente, ou au moins un indice qui pourrait conduire à une piste sérieuse. Des équipes cynophiles en grand nombre sont déployées. Des hélicoptères tournent dans les airs jusqu'au dernier rayon de soleil, mais il n'y a rien. Fulvio, le père, trouve le journal intime de sa fille. Bien que ce soit une intrusion dans la vie très personnelle de son enfant, celui-ci pourrait révéler des éléments sur l'endroit où elle pourrait se trouver. Les enquêteurs épluchent page après page les lignes écrites par Yara. Ils constatent très vite que l'adolescente n'a pas une vie très mouvementée. Elle va à l'école, à la gymnastique, et se contente de ces simples activités qui lui procurent déjà un immense bonheur. Elle n'a pas de petite amie, bien qu'un garçon lui plaise, elle ne sort quasiment jamais et n'a pas un nombre d'amis conséquent avec qui elle pourrait se balader seule. La vie paisible de Yara est paradoxalement inquiétante pour les enquêteurs parce qu'elle n'a aucune raison de disparaître ainsi, si ce n'est contre son gré. Il pourrait s'agir alors d'un accident, survenu sur le parcours entre la maison et le gymnase. L'itinéraire est donc minutieusement retracé. Pour compléter le chemin de 700 mètres, une adolescente de 13 ans mettrait entre 7 et 10 minutes. C'est court, mais cela laisse la possibilité ouverte à un accident. Seulement, aucun débris, aucune trace de sang ni de pneus suite à un éventuel freinage ne sont découverts. Si Yara avait été percutée, il y aurait dû y avoir l'un de ces éléments sur le bitume. Un point reste certain, la disparition de Yara s'est produite sur ce chemin de 700 mètres. Les carabinieri sont sur deux, puisqu'ils viennent de recevoir les relevés de la position géographique du téléphone de l'adolescente. À 18h30, son téléphone a borné dans la zone du gymnase. Cette information, couplée au témoignage de l'homme qui l'a vu sortir du bâtiment et de ses copines qu'elle a saluées avant de s'en aller, fige sa position à cet instant. Elle était au complexe sportif. Plus surprenant en revanche, son téléphone émet un signal depuis Via Adamello à 18h49, avant d'en envoyer un autre à presque 19h à Mapello, une commune se trouvant à 3 km environ de l'ouest de Brembate di Sopra. Et enfin, à 19h11, le dernier signal est relevé à Brembate di Sopra, avant que le téléphone de Yara ne soit coupé définitivement. Ce positionnement du téléphone portable de Yara fait voler en éclats les premières certitudes des enquêteurs, persuadés qu'elle avait emprunté le chemin qui la ramène chez elle. Or, il semblerait qu'elle se soit rendue à Mapello, et les chiens qui pistent sa trace conduisent jusqu'à un chantier qui se trouve dans ce village. Il s'agit d'un centre commercial en construction, grouillant d'ouvriers à l'œuvre pour terminer ce bâtiment. Les chiens sont lâchés dans l'endroit afin qu'ils retrouvent la trace de Yara. Mais une fois sur le chantier, ils ne sont plus capables de trouver l'odeur de l'adolescente. C'est au tour des carabinieri de prendre le relais en interrogeant tous les travailleurs présents sur place. Cela ne donne pas grand-chose, mais ils décident de placer tous les ouvriers du site sur écoute parce qu'ils sont exactement à l'endroit où a borné le téléphone de l'adolescente. Et les chiens sont remontés jusqu'ici également. Il n'y a pas grand-chose non plus qui éveille les soupçons dans les conversations de ces personnes. Quand une discussion étonnante est interceptée, Mohamed Fikri, un Marocain de 23 ans, est l'auteur d'un coup de téléphone à sa fiancée dans lequel il dit en langue arabe, puis traduit en italien « Qu'Allah me pardonne, je ne l'ai pas tué ». Une phrase hautement suspecte dans un tel contexte. D'autant plus qu'en se renseignant, les enquêteurs découvrent que le jeune homme s'apprête à quitter le pays. Il est actuellement sur un bateau à Gênes qui doit lui permettre de se rendre à Tanger au Maroc. De justesse, grâce à l'intervention de la procureure Laetitia Ruggeri, le jeune homme de 23 ans, qui est devenu le suspect numéro 1 dans la disparition de Yara, est intercepté après qu'ordre fut donné à l'embarcation de faire demi-tour et revenir sur les côtes italiennes.
De retour sur la terre ferme, Mohamed Fikri est officiellement placé en état d'arrestation pour l'enlèvement de la jeune Yara Gambirasio et il est envoyé à Bergame pour y être interrogé. Immédiatement, le mis en cause nie toute implication avec la disparition de Yara, qu'il affirme ne pas connaître. Et il dit même que cette phrase sur laquelle se basent les enquêteurs pour le suspecter a été mal traduite, donnant un tout autre sens à ce qu'il a exprimé en réalité. Mohamed Fikri, malgré la pression qui s'abat sur lui, n'en démord pas. La traduction est mauvaise. Pour s'en assurer, l'extrait audio est transmis à 16 traducteurs différents, qui sont unanimes sur ce qui a été prononcé. Et à aucun moment, le jeune Marocain ne parle d'avoir tué quelqu'un. La phrase a donc effectivement été mal traduite. De plus, en enquêtant, les carabinieri trouvent les traces d'achat du billet pour le trajet en bateau qui devait mener Mohamed Fikri au Maroc. Ces billets ont été achetés des mois auparavant, bien avant la disparition de Yara, une disparition qui n'a pu être l'objet d'un enlèvement prémédité. Tout simplement parce que l'adolescente est sortie un jour où elle ne se rendait habituellement pas au gymnase, pour un événement imprévu avec la chaîne stéréo qu'elle devait ramener, et surtout, le patron de l'ouvrier confirme qu'il était sur site au moment de la disparition. Par conséquent, force est de constater que Mohamed Fikri n'est pas impliqué, renvoyant les forces de l'ordre à leur point de départ. Le samedi 26 février 2011, Ilario Scotti, un habitant de la région, se prépare pour pratiquer l'une de ses passions, l'aéromodélisme, consistant à faire voler des répliques miniatures d'avions, hélicoptères et tout autre engin volant. Comme d'habitude, il se rend dans un champ qui est un endroit offrant un large espace avec une vision dégagée pour piloter son appareil. Le champ se situe à Chignolo d'Isola. Ilario Scotti fait décoller son avion miniature qui se retrouve dans les airs. Aujourd'hui, pas de chance. L'appareil connaît un souci mécanique. L'homme a du mal à contrôler l'engin, si bien qu'il finit par être incapable de le diriger et il ne peut qu'apercevoir, impuissant, l'avion s'écraser un peu plus loin. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas la première fois que cela arrive, cela fait partie des risques et il prendra tout autant de plaisir à réparer la carlingue de son appareil. Il s'approche donc du lieu de l'accident et ramasse les morceaux qu'il trouve au fur et à mesure. Tandis qu'il arrive là où le plus gros de l'avion se situe, il remarque comme un tas de chiffons. Curieux, il déplace les morceaux de tissu mais comprend aussitôt qu'il ne s'agit pas de chiffons du tout, mais d'habits. Et la découverte ne se cantonne pas à cela, parce que ces habits recouvrent ce qui apparaît être un cadavre. Choqué, Ilario contacte immédiatement la police, signale sa trouvaille en donnant la localisation précise du champ qui est à une dizaine de kilomètres de Brembate di Sopra. Lorsque les forces de l'ordre débarquent, elles bouclent le secteur et analysent la dépouille. L'état de décomposition est très avancé. Il n'est pas possible de reconnaître qui que ce soit, mais manifestement ce n'est pas le corps d'un adulte, plutôt celui d'un adolescent, et certainement même celui de Yara Gambirasio. Si cette hypothèse est aussitôt mise en avant, c'est à cause des habits qui recouvrent le cadavre. Ils correspondent à ceux que portait l'adolescente au moment de sa disparition. Elle a notamment sur elle un t-shirt de couleur bleue, estampillé du logo de la Fédération italienne de gymnastique. Il faut évidemment qu'un médecin légiste confirme l'identité du corps par la voie scientifique, mais après ça, l'espoir de retrouver Yara vivante s'envole. Le champ semble relativement dégagé à première vue, ce qui entraîne une question à travers les médias. Comment est-ce que les équipes de recherche n'ont pas aperçu le corps avant ? Parce que ce coin de la région a fait l'objet de fouilles. En réalité, le corps de Yara était enfoui dans des hautes herbes qui le rendaient invisible. Il a fallu que l'avion d'Ilario Scotti chute par hasard à cet endroit pour le découvrir. Certains, cependant, expliquent que le corps a sûrement été déplacé à cet endroit après avoir fait l'objet d'une fouille. Des hélicoptères ont survolé la zone, et le pilote affirme que si un corps avait été présent, il l'aurait aperçu. Les habits sur Yara, notamment son legging noir, semblent remonter, comme si une personne l'avait tiré par les chevilles. Mais le médecin légiste va à l'encontre de cette dernière hypothèse. Pour lui, il s'est toujours trouvé ici. Il était presque impossible à observer, même à 1 mètre de distance, il restait invisible. Ce qui le convainc surtout est que si le corps avait été déplacé depuis un autre endroit, il aurait trouvé des éléments sur les habits de Yara en provenance du lieu d'origine. Or, ce n'est pas le cas.
Le médecin légiste remarque également que des coups de couteau parsèment le corps de l'adolescente, principalement au niveau de son sternum et du dos. Les blessures ne sont pas très profondes, aucune d'entre elles n'a atteint un organe vital ou sectionné une artère ou une veine, signifiant ainsi que la cause de la mort n'est pas l'attaque qu'a subie Yara. Du sang est retrouvé dans les poumons, en quantité insuffisante cependant pour entraîner l'asphyxie. Ce n'est pas ce qui a causé le décès non plus. Peut-être les contusions au niveau du crâne, mais ces traumatismes non plus n'ont pas conduit à la mort de l'adolescente. Cela a peut-être engendré un évanouissement, mais pas plus. Visiblement, ce meurtre n'était pas motivé par un motif à caractère sexuel, puisqu'aucune trace d'agression de cette nature n'est relevée sur le corps de Yara. Si la cause de la mort ne correspond ni au coup de couteau, ni au traumatisme crânien, ni à une asphyxie, quelle est-elle ? Eh bien, le médecin légiste indique que c'est une combinaison de tout ceci, accumulé au stress et aux températures extrêmement basses que le corps d'une adolescente de 13 ans n'a pas su gérer. Cette information est intéressante, parce que cela signifie que Yara n'est pas décédée sur le coup. Quand elle a été emmenée dans le champ, elle était encore en vie. Le traumatisme crânien laisse penser que son agresseur l'a peut-être frappée avant de la laisser pour morte dans les hautes herbes, alors qu'il n'en était rien. Yara a donc survécu plusieurs minutes, voire plusieurs heures avant de succomber. Le médecin légiste donne une heure du décès tournant autour de 22 heures le vendredi 26 novembre 2010, la même date que sa disparition. De la poussière de chaux est identifiée dans les poumons de Yara. C'est un élément souvent présent sur les sites de construction ou les divers chantiers. L'adolescente n'avait pas l'habitude de se rendre à ce genre d'endroit, donc il est possible d'envisager que son meurtrier l'a amenée dans un lieu de ce type. Voilà les premières informations qu'il est possible de glaner lors de la découverte du corps de Yara. La zone est quadrillée, fouillée de manière minutieuse, quelques objets sont ramassés, les habits de l'adolescente sont envoyés pour analyse dans un laboratoire spécialisé. En mai 2011, alors que l'enquête n'a pas avancé réellement, de nouveaux éléments surgissent. Sur les sous-vêtements que portait Yara, de l'ADN est découvert. Il s'agit d'une trace génétique masculine et ce même ADN est également présent proche de l'une des blessures faites par l'objet tranchant. Il est donc possible, voire même certain, que l'ADN découvert appartienne à celui qui a ôté la vie de la jeune Yara. Un grand pas dans l'enquête. Aussitôt, cet échantillon est comparé avec la base de données de la police, qui n'aboutit à aucune correspondance parmi les gens enregistrés. De nombreuses autres traces ADN sont retrouvées sur les vêtements, mais elles correspondent toutes à des empreintes génétiques appartenant à des personnes ayant été en contact avec l'adolescente comme sa famille, sa professeure de gymnastique ou encore ses copines. L'enquête, pour ne pas être bâclée, est tout de même menée, afin d'être certain que ces personnes soient hors de cause, ce qu'elles sont. C'est donc l'ADN masculin inconnu qui est la clé de cet homicide. Si les enquêteurs en sont persuadés, c'est à cause des endroits où les deux empreintes génétiques ont été prélevées, sur les sous-vêtements et à côté d'une plaie de la victime, là où aucun autre ADN des proches de Yara n'a été retrouvé. Grâce à cette signature génétique, les forces de l'ordre vont obtenir une idée du profil de l'homme recherché. Il y a de fortes probabilités, sans qu'elles soient sûres à 100%, que l'individu recherché possède une peau blanche, des yeux clairs et soit de sexe masculin bien sûr. Comme la base de données de la police n'a rien donné lors du recoupement, les enquêteurs décident de lancer une grande campagne afin de récolter un maximum d'ADN sur des profils se rapprochant de ce qui a été établi auparavant. Plus de 2000 personnes verront leur ADN prélevé par les forces de l'ordre. Et c'est significatif, surtout en Italie où ce genre de procédé n'arrive presque jamais. C'est d'ailleurs la première fois que cela se produit. 2000 personnes testées, cela peut représenter beaucoup. Cependant, c'est une goutte d'eau dans un océan, lorsque l'on sait que 3400 individus fréquentent le gymnase où Yara pratiquait la gymnastique, et 17 000 salariés sont présents dans les entreprises de construction de la région. Voilà 20 000 individus qui pourraient avoir un lien avec le meurtre sur la base de 2 indicateurs seulement. La tâche à accomplir est monumentale. Parmi ces 2000 échantillons, aucun ne correspond. Mais la campagne ne se stoppe pas pour autant. Les carabinieri sont persuadés que le tueur est une personne de la région. Maison après maison, les agents toquent aux portes pour récolter le maximum d'empreintes génétiques, y compris au-delà de la province de Bergame. 10 000 échantillons sont ainsi envoyés pour analyse.
Les recherches continuent avec le contrôle des téléphones présents dans la zone le soir de la disparition de Yara, et ce sont potentiellement 120 000 conducteurs qui pourraient être impliqués. Évidemment, un tri est effectué, et seuls 9 000 d'entre eux sont contrôlés. Il y a désormais 25 000 échantillons récoltés, du jamais vu en Italie. Pourtant, cela reste un échec. Aucune correspondance. L'ADN inconnu est alors travaillé un peu plus par le laboratoire qui affine le profil du tueur en détaillant qu'il y a de fortes chances pour que parmi les hommes à la peau blanche, ce soit un Italien ou un Européen. Mais les Asiatiques, les Nord-Américains et Nord-Africains sont exclus. Sachant cela, les autorités s'intéressent à présent à un établissement de nuit, une discothèque qui n'a ouvert ses portes que tout récemment et proche du champ à Chignolo d'Isola, la Sabi Mobili. Nous sommes au mois de juillet 2011. À l'aide des données téléphoniques, des paiements par carte bancaire et de témoignages, les enquêteurs estiment qu'il y a 33 000 personnes qui auraient potentiellement pu se retrouver dans la discothèque le soir de la disparition de Yara. Bien entendu, ce nombre est bien trop grand. Il faut donc filtrer avec les critères en possession des carabinieri qui réduisent dès lors la liste à environ 500 individus. Cela reste conséquent mais faisable pour récolter les échantillons ADN. Une fois faits, ils sont envoyés au laboratoire qui réalise des comparaisons depuis des mois et sans résultat. Mais cette fois-ci, les choses vont changer, parce qu'il y a une correspondance. Une fois faits, ils sont envoyés au laboratoire qui réalise des comparaisons depuis des mois et sans résultat. Mais cette fois-ci, les choses vont changer, parce qu'il y a une correspondance. Damiano Guerinoni. Voici le nom de la personne dont l'ADN correspond à celui retrouvé sur le corps de Yara et qui était resté inconnu jusqu'à présent. Dorénavant, cet homme entre dans le collimateur des forces de l'ordre, mais les affaires criminelles ne sont jamais simples à résoudre, et celle-ci ne fait pas exception. Oui, il y a bel et bien une correspondance qui est établie. Les deux ADN sont quasiment similaires, mais ils ne le sont pas tout à fait, et cette infime différence innocente Damiano Guerinoni. D'autant plus que l'homme se trouvait au Pérou quand la disparition de Yara est survenue. Mais alors, la fiabilité de l'ADN doit-elle être remise en cause? Pas du tout. Et au contraire, cette correspondance est une avancée majeure dans l'enquête. L'ADN n'est pas tout à fait similaire, c'est vrai. En revanche, le chromosome Y correspondant à un individu masculin est identique. Autrement dit, la trace génétique retrouvée sur le corps de Yara a permis de déceler un chromosome Y constitué d'ADN. Ce chromosome Y est similaire à celui de Damiano Guerinoni, mais l'ADN, quant à lui, est légèrement différent. Cela signifie donc qu'il y a certainement un lien de parenté entre Damiano Guerinoni et le meurtrier de Yara. Cette nouvelle tombe en même temps qu'une autre, très curieuse. En se renseignant sur la famille Guerinoni, les enquêteurs apprennent que durant plusieurs années, la mère de Damiano se rendait régulièrement chez les Gambirasio pour faire le ménage. Bien sûr, elle n'est pas considérée comme un suspect, mais la coïncidence est étonnante. Quoi qu'il en soit, la police prête toute son attention à la famille Guerinoni, dont l'un des membres doit être le tueur. La généalogie est reconstituée. Des tests sont effectués parmi tous les hommes de la lignée pour trouver qui a le même chromosome Y, puis l'ADN correspondant au meurtrier. Les analyses révèlent qu'un certain Pier Paolo Guerinoni possède un chromosome Y à nouveau identique. L'ADN cependant n'est pas similaire, mais se rapproche fortement de celui découvert sur Yara. Les enquêteurs découvrent que Pier Paolo est le fils de Giuseppe Guerinoni, décédé depuis plusieurs années, qui a deux autres fils, et l'examen ADN démontre que le tueur se trouve parmi cette fratrie. Les deux autres enfants de Giuseppe sont testés, mais aucun d'entre eux ne correspond totalement. Et cela pose un problème, parce que Giuseppe Guerinoni n'a pas d'autres enfants. Alors est-ce que l'ADN s'est trompé? Eh bien pas forcément. Cela signifie peut-être, et en réalité la police scientifique en est certaine, que Giuseppe Guerinoni a un quatrième enfant qu'il n'a peut-être pas reconnu. Pour s'en assurer, un test de paternité est réalisé entre l'empreinte génétique inconnue et celle de Giuseppe Guerinoni, que les carabinieri ont récupéré sur de vieux timbres encore collés à l'aide de sa salive il y a plus de 10 ans, mais aussi en exhumant sa dépouille.
Les résultats sont sans appel. L'empreinte génétique mystérieuse indique à 99,9% que Giuseppe est le père du meurtrier. L'inconvénient est que Giuseppe est décédé depuis 1999. Il ne peut donc pas donner d'explication quant à cet enfant caché. C'est alors un travail de reconstitution monumental dans lequel se lancent les enquêteurs. Ils remontent toutes les relations amoureuses qu'a pu avoir Giuseppe avant et pendant son mariage. Des agents parcourent toute la région à la recherche de témoignages sur des histoires de couple qui remonteraient à plusieurs décennies en arrière. Bien sûr, ce sont les personnes âgées qui sont ciblées pour ces questions à propos des fréquentations de Giuseppe. Le travail de recoupement prend des jours et des jours, c'est harassant. Mais finalement, à force d'abnégation, les enquêteurs dégagent un pool de femmes qui pourraient être la mère biologique du fils illégitime de Giuseppe. Un test de parentalité est réalisé pour chacune d'entre elles. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une femme est détectée comme étant la mère biologique du tueur de Yara. Il s'agit d'Esther Arzoufi. Évidemment, ce n'est pas elle qui intéresse les forces de l'ordre, mais sa descendance. Elle a 2 enfants, 2 garçons, Fabio et Massimo Bossetti. Ce dernier, qui est l'aîné, travaille en tant que charpentier, ce qui éveille les soupçons des enquêteurs qui sont à la recherche d'une personne baignant dans le domaine de la construction. Les carabinieri préparent un passage à l'action. Ils demandent une autorisation pour mettre sur écoute le domicile de Massimo Bossetti. Ils l'obtiennent et débutent leur investigation sur cette personne fortement suspectée. Mais il n'y a pas d'éléments concrets malgré plusieurs heures d'enregistrement. Il faut passer la seconde. Les forces de l'ordre attendent que l'homme quitte son domicile pour le suivre et récolter son ADN afin de le comparer directement avec celui du meurtrier. Le dimanche 14 juin 2014, l'occasion se présente lorsque Massimo Bossetti part de chez lui pour se rendre dans un centre commercial proche de Bergame. C'est une excellente nouvelle. S'il achète un café, une bouteille d'eau ou à manger, les autorités pourront récupérer ce qu'il laissera derrière lui pour récolter son ADN. Manque de chance, cela ne se produit pas, et l'occasion ne se représentera peut-être pas de sitôt. Il faut profiter que Massimo Bossetti soit à l'extérieur de chez lui pour obtenir son empreinte génétique. Sur son trajet retour est improvisé un barrage de police qui feint des contrôles aléatoires d'alcoolémie. En réalité, la cible est uniquement le suspect. Quand il arrive à la hauteur des policiers, ceux-ci lui tendent un appareil dans lequel il doit souffler, mais prétexte, après un premier essai, que l'engin est défaillant et le font souffler à nouveau. L'embout du premier essai est conservé précieusement pour être envoyé en laboratoire et peut-être avoir enfin l'identité de l'ADN mystérieux retrouvé sur Yara. Les résultats ne mettent pas beaucoup de temps à tomber. Le lendemain, le lundi 16 juin 2014, les scientifiques annoncent aux forces de l'ordre que l'ADN de Massimo Bossetti correspond à 99,99% à celui découvert sur le cadavre de Yara Gambirasio. Notez qu'Esther Arzoufi nie avoir eu une quelconque relation sexuelle avec Giuseppe Guerinoni. Effectivement, ils se connaissaient, ils habitaient dans le même village et l'homme la raccompagnait de temps à autre, mais il ne se serait rien passé de plus. Ce qui est difficile à croire si l'on se base uniquement sur les résultats scientifiques qui ne mentent pas. La femme donne une explication farfelue selon laquelle l'un de ses gynécologues l'aurait inséminée sans son consentement et sans qu'elle en ait connaissance. On peut comprendre, puisqu'elle était mariée à l'époque, la gêne que procure une enquête de police prête à mettre en lumière les secrets les mieux gardés pour résoudre un meurtre. Peu importe ce que dit Esther Arzoufi, Massimo Bossetti, son fils, est interpellé et placé en état d'arrestation pour le meurtre de Yara Gambirasio. Massimo Bossetti, cet homme de 44 ans, charpentier et père de 3 enfants, se retrouve face aux enquêteurs pour répondre à des questions à propos d'un meurtre s'étant produit presque 4 ans auparavant. Il est né le 28 octobre 1970 à Clusen, ses parents sont Esther Arzoufi et sur le papier Giovanni Bossetti, même si la découverte de l'ADN laisse planer le doute sur cette parentalité. Massimo Bossetti n'est pas une personne à problème. Il travaille dans le secteur du bâtiment depuis de longues années désormais. Il est marié à une femme nommée Marie Comi et ensemble ils ont eu 2 garçons et une fille. Toute la famille vit à Mapello et d'apparence il n'y a aucune raison pour que cet homme soit en réalité un tueur d'adolescentes.
Cela ne suffit pas aux enquêteurs, qui grattent la surface pour connaître la véritable personnalité de l'homme qui se tient dans leurs locaux. En enquêtant, ils découvrent que le couple ne va pas si bien. Sans qu'il n'y ait réellement de catastrophe, il semble qu'ils battent de l'aile. En discutant avec les collègues de Bossetti, les carabinieri apprennent qu'il a une forte tendance à enjoliver les histoires qu'il raconte pour les rendre plus passionnantes. D'ailleurs, c'est de cette façon qu'il a gagné le surnom de conte de fées. Un point intéressant, au moment où il faut aborder l'interrogatoire de cet homme qui n'est pas facile à manier. En premier lieu, il refuse de parler aux agents face à lui. Finalement, sa langue se délie et quand il lui est demandé de détailler son emploi du temps le jour de la disparition de Yara, il est très évasif, invoquant une date si lointaine qu'il n'a plus de souvenir. Lorsque les enquêteurs lui expliquent que s'il se retrouve inculpé pour meurtre, c'est à cause de son empreinte génétique découverte sur la victime, Bossetti réplique en disant qu'il n'a aucune idée de la façon dont son ADN a pu se retrouver sur le corps de l'adolescente, et pour lui il est évident que dans les prochaines heures il sera libéré parce qu'il n'a rien à voir avec ces événements. Les enquêteurs insistent sur ce point, il est impossible que son ADN se soit retrouvé sur le corps de Yara si elle n'est pas entrée en contact avec lui. Pourtant, Bossetti expose une hypothèse allant à l'encontre des dires de ceux qui le questionnent. Il dit qu'il possède des outils souvent tachés de sang puisqu'il saigne régulièrement du nez à cause des particules qu'il respire en tant que charpentier. Une personne a très bien pu dérober des outils sur un de ses chantiers sans qu'il s'en aperçoive, et en attaquant Yara, son ADN s'est retrouvé sur elle. Pour les forces de l'ordre, c'est évidemment tiré par les cheveux, mais c'est l'hypothèse soulevée par leurs suspects. En parallèle, la vie de Bossetti continue d'être fouillée. S'il est un tueur, il a laissé des traces derrière lui, ou au moins des indications qui laissent penser qu'il est capable de tuer. Simplement, les autorités ont beau fouiller, interroger le moindre habitant de Mapello, il faut se rendre à l'évidence. Cet homme a une vie ennuyeuse et est loin du tueur en série qui dissimulerait des cadavres chez lui. Et je dis ça au sens littéral. Sa maison est fouillée de fond en comble afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de cache secrète où il aurait conservé un élément du meurtre en guise de trophée, comme le font certains meurtriers. Les enquêteurs ne doutent aucunement de la culpabilité de leur suspect. Ils ont l'intime conviction qu'il est l'auteur du crime grâce à l'ADN. Simplement, cette preuve à elle seule risque de ne pas être suffisante face à un jury populaire lors d'une procédure aux assises. C'est une pièce technique, scientifiquement compliquée à vulgariser auprès de jurés qui pourraient rapidement être perdus dans des explications à rallonge, alors que la preuve est la clé de voûte de tout le dossier, et lors d'un procès, il n'y a qu'une seule chance. C'est ce qui conduit le parquet de Bergame à encourager les carabinieri à pousser l'investigation au maximum, afin d'étoffer le dossier à l'aide d'éléments concrets. Les enquêteurs s'attardent alors sur les appareils que possède Bossetti, notamment son téléphone portable ainsi que son ordinateur. Sur ce dernier, les recherches internet sont particulièrement incriminantes. Postérieurement à la disparition de Yara, quelqu'un aurait effectué les recherches qui avaient pour thème des jeunes filles de 13 ans et aussi sur les poils pubiens des adolescentes de cette tranche d'âge. Effectivement, c'est un élément qui laisse perplexe. Seulement Bossetti n'est pas seul chez lui. Comment s'assurer qu'il était assis derrière l'ordinateur à ce moment? Il y a un moyen de le savoir, grâce à l'activité des téléphones portables de toute la famille. Connaissant les jours et l'heure auxquelles ces recherches ont été effectuées, les enquêteurs n'ont qu'à recouper ces informations avec la localisation des téléphones de chaque membre de la famille. Lors de chacune des recherches, Massimo Bossetti était présent chez lui. Mais ce n'est pas tout. La police sait qu'il était seul également parce que le téléphone de sa femme n'était pas dans la zone, tandis que leur suspect était en arrêt maladie, de sorte qu'il était le seul à pouvoir effectuer ses recherches. Bien que cela ne l'implique pas directement dans le meurtre de Yara Gambirasio, cela est un élément de contexte qui pèsera lourd en vue d'un futur procès pour meurtre sur un mineur. Concernant son téléphone portable, la géolocalisation de celui-ci a permis de découvrir qu'il a déclenché un signal sur une antenne relais qui est précisément la même que celle où le téléphone de Yara a borné avant d'être éteint définitivement. Ce signal est précieux également pour les enquêteurs, dans la mesure où à 17h45, le jour de la disparition de l'adolescente, le téléphone de Bossetti indique qu'il se trouve chez lui à Mapello. Son domicile est éloigné de 7 km du complexe sportif que fréquente Yara. Il faut donc une quinzaine de minutes pour l'atteindre.
Massimo Bossetti était donc en capacité de se rendre au gymnase ce jour-ci avant que l'adolescente ne laisse ses copines à environ 18h30. Autour du complexe, des caméras de surveillance ont également filmé à plusieurs reprises une camionnette utilitaire blanche de marque Iveco et modèle Daily. Ce véhicule est passé dans la zone où Yara aurait pu être enlevée, dans la tranche horaire correspondante également, et surtout, ce modèle ressemble fortement à celui que conduisait Bossetti à cette époque. Les enquêteurs sont convaincus que la camionnette est bien celle de leur suspect. En 2010, dans la province de Bergame, ce modèle de véhicule utilitaire précisément n'est qu'au nombre de 5, dont celui appartenant à Bossetti. Les 4 autres propriétaires ont tous été interrogés. Chacun d'entre eux disposait d'un alibi solide et n'était pas dans la région ce soir du 26 novembre 2010. Sur les images de vidéosurveillance, la plaque d'immatriculation n'est pas distinguable. Donc la confirmation ultime de la présence du véhicule de Bossetti proche du gymnase où se trouvait Yara est impossible. L'analyse de la camionnette, sous tous ses angles, montre que le modèle est similaire à celui que possède le suspect néanmoins. D'ailleurs, sur les habits de Yara, des fibres utilisées lors de la fabrication des sièges de ce type de véhicule sont découvertes, laissant ainsi penser que l'adolescente s'est trouvée dans la camionnette tournant autour du gymnase. Bossetti ne nie à aucun moment être passé à proximité de l'endroit où l'adolescente a disparu. Il réfute en revanche son implication dans le meurtre, ce qui est de plus en plus difficile à croire pour les enquêteurs, puisque les preuves indirectes s'accumulent, étayant la preuve reine dans cette affaire, l'ADN. Un autre élément qui a déjà été soulevé, c'est la présence de chaux dans les poumons de Yara, une matière présente sur les chantiers que Bossetti a l'habitude de fréquenter. En combinant la présence d'une camionnette utilitaire dans les parages au moment de la disparition de Yara, les fibres des sièges découvertes sur sa dépouille, ainsi que la présence de chaux dans les poumons, il est compliqué de penser que l'adolescente n'est jamais entrée dans ce véhicule, et Massimo Bossetti, par son profil, est le coupable tout désigné. Et puis il y a un dernier point. Bossetti n'a absolument aucun alibi pour la nuit du meurtre de Yara, ne se souvenant pas de ce qu'il avait fait ce jour. Mais sa femme non plus n'a aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Le domicile des Bossetti est sur écoute, et lors d'un coup de téléphone à son épouse depuis la prison, alors qu'il est en détention provisoire, celle-ci dit à son mari qu'elle n'a jamais su où il se trouvait ce soir-là. C'est avec ce dossier bien plus étoffé que la police dépose au procureur que le procès de Massimo Bossetti pour le meurtre de Yara Gambirasio se tient à partir du 3 juillet 2015. Le procès de Massimo Bossetti est la source d'un débat acharné au sein de la population italienne qui se divise en 2 blocs. Le premier est celui englobant les personnes persuadées de la culpabilité de l'homme, du fait de l'accumulation des preuves indirectes, mais surtout de la présence de son ADN. Le second regroupe les personnes estimant que l'accusé est innocent, notamment parce que toutes ces preuves récoltées ne démontrent en aucun cas, selon eux, la culpabilité d'un homme irréprochable parmi sa communauté. La chaux dans le corps de Yara, les fibres provenant des sièges d'un véhicule utilitaire, son téléphone bornant à Mapello sont des faits, certes, mais ils ne prouvent en rien le meurtre directement. Durant le procès, une révélation sur l'un des éléments de l'enquête met à mal l'accusation. La vidéo où il est possible d'apercevoir la camionnette passer à plusieurs reprises devant le complexe sportif est le résultat d'un montage des forces de l'ordre. Il aurait été réalisé en vue d'un envoi aux médias, qui se sont aussitôt empressés de diffuser les images. Pourtant, ces multiples passages n'existent pas. En revanche, dans la vidéo originelle, il y a bien cette camionnette qui est filmée par une caméra de vidéosurveillance, mais sur un passage unique. Simplement, passer une fois devant le gymnase, ou paraître pour un rôdeur, voire un prédateur avec de multiples allers-retours, cela n'affecte pas l'opinion d'un jury de la même manière. Ce comportement nourrit d'autant plus la méfiance à l'égard des autorités de ceux qui pensent Massimo Bossetti innocent, y compris s'agissant de la preuve la plus importante dans ce dossier, l'ADN. Effectivement, lors du procès, la défense indique que le corps de Yara s'est trouvé à l'extérieur durant plusieurs semaines. L'empreinte génétique prélevée a tout à fait pu être contaminée par l'environnement, d'autant plus que la dépouille gisait au beau milieu d'un champ. Un expert s'est donc présenté à l'audience pour répondre sur ce point.
Il n'exclut pas la possibilité d'une contamination de l'ADN prélevé. En revanche, il indique que la probabilité pour qu'une telle chose se produise est d'une chance sur 20 milliards, décrédibilisant ainsi l'hypothèse de la contamination. Toujours concernant l'ADN, il y a un point très discutable lors du procès dans la mesure où la défense de Massimo Bossetti n'a jamais eu accès aux échantillons afin d'organiser une contre-expertise, ce qui est un droit en temps normal. Les avocats n'auront eu qu'accès à la documentation relative aux analyses effectuées sur les échantillons. Ce qui est problématique, compte tenu des révélations qui ont eu lieu concernant le trucage de la vidéo. Si les autorités se sont permises une telle manœuvre, pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'ADN? Le dossier entier repose sur cet élément scientifique, parce que Massimo Bossetti n'était pas censé connaître Yara, et donc son ADN n'aurait pas dû se trouver sur elle, sauf s'il était son meurtrier. Bien sûr, en l'absence d'aveu, le mobile du meurtre n'est pas évident à mettre en lumière, puisqu'il n'y a pas d'agression sexuelle. Mais d'après l'accusation, ce motif reste valable. D'après elle, Bossetti aurait fait des avances à l'adolescente, qui aurait refusé, ce qui aurait entraîné une colère noire de l'homme qui aurait frappé violemment sa victime à la tête avec un objet tel qu'une pierre. D'après l'autopsie, le coup n'était pas mortel. Il aurait seulement rendu Yara inconsciente. Bossetti aurait cru que l'adolescente était décédée et aurait infligé de nombreuses autres blessures superficielles, notamment une en forme de croix sur le torse, afin de compliquer le travail des forces de l'ordre. Le corps de Yara ne présentait pas de blessures défensives, elle ne s'est donc pas battue pour sa vie. Par contre, la terre accumulée sous ses chaussures laisse penser qu'elle aurait tenté de s'enfuir à travers le champ avant, manifestement, d'être rattrapée par son agresseur. Ces actes seraient donc le résultat d'une frustration du meurtrier après que Yara se soit opposée à des relations sexuelles. C'est ce que l'accusation oppose à la défense, qui ne change pas sa ligne, en expliquant que tout ceci relève uniquement d'une interprétation des faits sans qu'elle soit étayée d'une quelconque manière. Il est impossible de démontrer que Yara soit entrée dans cette fameuse camionnette, qu'elle ait été piégée pour y monter, et il n'est pas possible de prouver que la camionnette appartienne à Massimo Bossetti non plus. Il n'y a pas d'agression sexuelle. Par conséquent, le mobile du meurtre également n'est qu'hypothétique, et même rejeté par la défense de Bossetti, qui plaide non coupable. C'est avec ce lot d'informations très contradictoires selon le camp que le jury populaire doit établir un délibéré à propos de la culpabilité, ou non, de l'accusé Massimo Bossetti. Après de longues heures de discussion, le 1er juillet 2016, le jury populaire rend son verdict et reconnaît Massimo Bossetti coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Yara Gambirasio. Le juge condamne ainsi l'homme à une peine d'emprisonnement à vie. 6 ans après le meurtre de la jeune adolescente, justice est faite. Mais Massimo Bossetti n'abdique pas, indiquant qu'il est innocent et use de tous les recours en sa faveur, allant jusqu'à se pourvoir en cassation. La demande de ses avocats tourne autour de l'élément décisif dans cette enquête, l'ADN. Ils réclament à pouvoir bénéficier d'un accès à cette preuve afin de mener une contre-expertise comme ils auraient dû en avoir le droit lors de la première instance. Cette requête ne sera pas acceptée par les juges de la Cour de cassation, au motif que les échantillons des empreintes génétiques prélevées étaient désormais épuisés. Le 12 octobre 2018, la Cour suprême italienne rend à son tour son verdict, en confirmant la condamnation à perpétuité de Massimo Bossetti, qui s'oppose toujours à sa condamnation en clamant son innocence. Yara Gambirasio a perdu la vie alors qu'elle rendait service à son club de gymnastique, une pratique qu'elle aimait du fond de son cœur. Elle aurait dû avoir un avenir brillant, tant sur les bancs de l'école que sur les tapis de gymnase, mais la vie est parfois injuste et cruelle, plaçant sur sa route Massimo Bossetti. Voici pour cette histoire particulièrement triste. Si vous avez apprécié que je vous la raconte tout de même, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.